Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à l'invitation de la rédaction de Sud-Ouest Charente-Maritime et de TV7, la télé du groupe Sud-Ouest. Merci aussi au centre de formation des apprentis de l'Agor qui nous accueille dans ce bel endroit qui va bien aller avec notre thématique du jour. Donc aujourd'hui, nous allons aborder une conférence sur l'emploi et surtout sur les nouveaux codes de recrutement dans l'emploi, qui sont des codes qui évoluent énormément. On sait que la donne a changé. Donc pour ça, voilà, nous allons décortiquer, nous allons écouter nos invités parler de leurs soucis, présenter leurs solutions. Ils ont plein de bonnes idées, ils ont aussi quelques galères et ils vont nous raconter tout ça. Donc nous avons avec nous Thomas Charret, qui est le responsable de l'Hyper-U de Sarrogatien dans l'agglomération rochelaise. Nous avons Fanny Sarion, qui est DRH de l'entreprise éponyme, très connue sur La Rochelle, qui est un transporteur rochelais qui a 70 ans, et c'est votre papa qui est le patron de l'entreprise. Nous avons aussi Guillaume Olivier, donc lui qui a deux casquettes. Il est président de l'UIMM, qui est l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, pardonnez-moi, et qui est aussi patron d'une entreprise qui s'appelle Go Industrie, qui fait plein de choses dans le domaine du transport et des espaces verts. Et nous avons enfin Eva Brochet, qui est directrice de la relation client de la vénérable institution, qui est le Crédit Agricole, en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Donc on va attaquer de suite sur les questions. Et on va commencer avec vous, Monsieur Charret, donc pour parler de votre cœur de métier. Et quand on a préparé cette émission, on évoquait le changement spectaculaire d'image des hypermarchés, qui sont maintenant devenus des endroits totalement différents de ce qu'on connaissait il y a 10 ans, avec des vrais boulangers, des vrais bouchers, avec des gens qui font des sushis devant nous. Et pourtant, vous galérez pour recruter, vous avez de gros soucis. Donc expliquez-nous ça. Tout à fait, le modèle de la distribution a considérablement évolué ces dernières années, faisant la part belle à tous les métiers qui amènent de la fabrication, en boulangerie, en boucherie, tout ce qui est préparation bouchère, tous les métiers de traiteur. Et c'est des métiers qui appellent aussi une certaine formation et une valeur ajoutée de nos salariés. Il s'avère que ce sont des filières qui ont été très, très largement dévalorisées dans les années qui ont précédé. Et du coup, même s'il y a un travail formidable aujourd'hui des CFA pour refaire le retard, on a des difficultés à trouver des personnes bien formées, compétentes sur le marché du travail. Et ce qui est toujours très étonnant, c'est l'exemple que je vous donnais quand on discutait avant, c'est qu'aujourd'hui, avec des émissions très médiatisées comme Top Chef ou d'autres, l'image en tout cas des pâtissiers, des boulangers, et vous raconterez en quoi c'est dur, est très très valorisée, en tout cas à travers ces émissions ou ces magazines. Tout à fait, on pourrait penser justement que ça devrait susciter des vocations. C'est tout le paradoxe de notre société où on va vers davantage de faits maison, une exigence sur la qualité des produits, et c'est ce qu'on essaye nous de faire au niveau des magasins U. Et donc c'est toute la problématique. C'est aussi des métiers qui appellent de vraies vocations. Ce sont des métiers passion et qui amènent aussi de vraies progressions de carrière et des évolutions au fil des années en fonction de l'expérience. Donc vous avez des choses à leur proposer, mais racontez-moi ce que vous m'avez raconté, à savoir la première approche que vous avez eue à votre boulanger, qui dans un premier temps était très réticent parce que vous étiez le diable Tout à fait, de la ouais, ouais. grande distribution La au distribution départ. souffre de préjugés. Il y a eu vraiment un dépoussiérage ces dernières années. Et à aujourd'hui, il faut savoir que dans un rayon boulangerie, dans notre magasin, avec l'agrandissement, on fabrique notre pain. Et j'ai reçu effectivement un boulanger qui venait de l'artisanat et on a bien débattu. Et il a compris qu'on mettait vraiment à disposition du matériel de qualité et qu'il avait une totale autonomie pour travailler aussi en local, maîtriser son chiffre d'affaires, maîtriser ses approvisionnements et faire vraiment un travail de qualité. Donc on a su aussi le séduire grâce à ça. Et aujourd'hui, il est pleinement épanoui et il a participé au recrutement de son équipe et il nous fait vraiment un travail de qualité. Et le matériel aussi, vous insistiez là-dessus, c'était que lui, il imaginait que vous seriez sur du matériel, on va dire, grande distribution, justement, alors que c'était un matériel plutôt haut de gamme. Tout à fait, ouais, on met du matériel vraiment de qualité pour faire des produits de qualité. Exactement. Et également, on lui met vraiment à disposition l'intégralité des éléments du magasin. Il a une visu sur tous les chiffres, donc il est vraiment son propre patron. C'est son magasin dans le magasin. C'est comme ça qu'on travaille avec nos managers. Donc vous essayez de faire en sorte que ce soit une vraie boulangerie dans un univers qui n'est pas qu'une boulangerie. C'est ça. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, il est chez vous.
Oui, oui, il est chez nous. Ouais, ouais, Donc il est là, chez au nous. moins, vous y êtes arrivé avec lui. Ouais, on a mis 6 mois pour la petite histoire. Après nos travaux d'extension, nous avons mis 6 mois à constituer notre équipe boulangerie. Donc j'avais un laboratoire boulangerie flambant D'accord. neuf, mais les difficultés de recrutement sont bel et bien là quand même. Bon, c'est une première bonne nouvelle alors. Voilà. Guillaume Olivier, vous me parliez aussi, vous, quand on préparait l'émission, je reprends vos mots, de la sale image de l'industrie et de la métallurgie, et avec une nécessité aujourd'hui que vous n'arrivez pas, dont vous n'arrivez pas à avoir les résultats, de moderniser cette image, malgré beaucoup de campagnes, malgré beaucoup d'efforts, ça ne marche pas. Donc vous, c'est dans la globalité, c'est très compliqué. Ben oui, malheureusement, on vit avec cette histoire. On a toujours cette image du 19e siècle de cette industrie un peu sale, pas très attirante. Alors, on y remédie, hein. Nos entreprises se modernisent à l'image de ce que l'on vient de voir, tant dans les équipements que dans les infrastructures, dans les conditions de travail. On a des entreprises locales avec des projets très Vous importants. preniez l'exemple d'OCA, vous pouvez peut-être en parler parce que c'est une Ouais, entreprise qui OCA parle par exemple ici. est une entreprise qui a un investissement majeur sur le port de la Palisse, avec une réflexion de ses conditions de son atelier, en investissant bien entendu pour l'outil de production, mais aussi en veillant à la qualité de cet outil pour attirer les 75 recrues, hein, puisqu'il s'agit de créer 75 emplois sur 3 ans. Mais j'ai la même histoire sur le national, où il y a 75 000 emplois aujourd'hui à pourvoir. Et donc, on travaille à notre image, et ça commence effectivement donc, par les conditions de travail, par le management participatif, et puis effectivement l'environnement. Il faut donner envie, et la qualité des infrastructures est un des leviers. Donc il y a plusieurs leviers qu'on égrènera après, mais Oui. en tout cas, ce premier constat, c'est que voilà, il faut faire bouger les choses dans divers domaines. Et vous, notamment l'image vous en à avez beaucoup. travers les installations. D'accord. Cette petite introduction, on va passer à Fanny Sarion. On en parlait tout à l'heure. Sarion, c'est une boîte qui représente beaucoup en Charente-Maritime. Elle est connue, on voit les camions depuis 70 ans. Pareil, même problème que M. Charret et que M. Olivier. Ça n'a jamais été aussi dur pour vous, en termes de recrutement, je parle. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est nous aussi confrontés à une image un petit peu dévalorisée du métier, malgré en effet la notoriété qu'on peut avoir sur la région et un petit peu au-delà. Les conducteurs restent encore mal connus. Voilà, on imagine le camion sale, on imagine des conditions de travail difficiles et compliquées. C'est vrai que c'est pas des métiers évidents, et donc du coup nous aussi on a une difficulté certaine à recruter. Et pourtant, on le sait, ça n'a pas trop changé, vous me dites si je dis de bêtises, c'est un métier qui est plutôt bien payé. On avait vu grosso modo, c'est 2 500 euros comme premier, on est un peu sur ces, Ouais, c'est des sur métiers ces deltas. c'est des métiers qui arrivent à avoir des salaires assez intéressants parce qu'ils font beaucoup d'heures. Voilà, il faut pas aussi oublier ça. Ils font énormément d'heures, donc on arrive à avoir des salaires conséquents. Malgré tout, ça demande de l'investissement, ça demande du sacrifice au niveau de la vie personnelle. Et ils sont, voilà, tout le monde n'est pas prêt à faire ce genre de sacrifice. Alors ça, on le comprend bien, on a dressé un premier état des lieux. Je vais revenir vers M. Charret. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, au-delà de l'attractivité de vos filières, dans ce qu'attendent les gens de vous, les demandeurs d'emploi, ceux qui vous sollicitent? Qu'est-ce que vous ne leur donnez pas? Et je sais que nous, à Sud-Ouest, c'est pareil. Parfois, on a des problèmes pour des attentes qu'on ne peut pas donner. C'est lesquelles pour vous? On est dans le commerce, donc on a forcément des horaires qui vont être différents des horaires classiques de bureau. Le 9h midi, 14h, 17h. Effectivement, dans nos magasins, on comprend aisément que ce n'est pas forcément évident. Même si à l'essor du digital, avec le drive, où les personnes font leurs courses rapidement, on a quand même une bonne partie de clientèle qui apprécie faire ses courses en dehors de ses heures de travail. Et par conséquent, sur les heures de soirée, à partir de 17h jusqu'à 19h, 19h30, les plus grands magasins peuvent même fermer plus tard. Donc ça appelle effectivement, comme disait Fanny, des sacrifices ou effectivement un équilibre avec la vie de famille.
on est obligé, et on le fait, on travaille déjà depuis plusieurs années à faire évoluer les rythmes de travail, les rotations, notamment horaires sur les week-ends, pour permettre aussi aux salariés dans le commerce de concilier davantage leur vie de famille et leur vie professionnelle. Voilà, il y a un vrai changement sociétal à ce sujet. Ça fait déjà un certain nombre d'années que c'est en marche. Et je pense qu'à aujourd'hui, le Covid étant passé par là, on voit vraiment, je pense, une accélération de ce phénomène. Et on se doit d'y répondre. Voilà. Je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal, mais à aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, on se doit de s'adapter à ce contexte, vraiment en évolution très très rapide. Et c'est vrai que le Covid a accentué ce phénomène et on est un peu à l'os à un moment, une fois qu'on a aménagé les plannings, qu'on a aménagé tout ce qu'on peut aménager, il y a un moment, vous avez ce sentiment-là d'être allé au bout de cette démarche-là en tout cas. Oui, alors en tous les cas, on est en chemin. Je ne dis pas qu'on est arrivé au bout. Je pense que nous travaillons et il y a une vraie sensibilisation de l'ensemble de nos collègues sur ces sujets et sur le bien-être au travail. On parlait de matériel, on parlait d'environnement de travail. Voilà, on essaye de penser aussi vraiment d'aller au bout de la démarche pour que nos collaborateurs se sentent bien dans leur cadre de vie. Et ce qu'on veut vraiment, c'est restaurer aussi cette valeur travail qui a été un petit peu mise à mal depuis un certain nombre d'années et que nos collaborateurs soient fiers de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. D'accord. Voilà. Fanny Sarion, vous avez les mêmes problèmes avec des métiers très différents. Vous essayez d'adapter même le travail d'un de vos conducteurs en fonction des céréales qu'ils transportent. Par exemple, vous m'avez dit que vous essayez de satisfaire au maximum et pourtant ça ne marche pas tout le temps. Si, nous, on va avoir la chance, de par notre polyvalence, en fait, de pouvoir proposer différentes sortes de métiers dans le métier du transport. C'est-à-dire, on peut avoir un conducteur vous parliez de céréales, en céréales qui va être plutôt journalier. On va avoir des conducteurs qui partent à la semaine. On va avoir des conducteurs de transport exceptionnels. Donc, les inconvénients, en tout cas, les exigences ne sont pas les mêmes d'un conducteur à un autre. Donc voilà, on va pouvoir éventuellement pallier à la demande du salarié si à un moment de sa vie, il a besoin d'être plus journalier que de partir à la semaine. Et nous aussi, on mise beaucoup sur le matériel. Et on parlait de camions tout à l'heure qui ont une mauvaise image. Au contraire, nous, on essaye vraiment d'avoir du matériel de dernière génération, de bonne qualité. Vous les changez tous les 5 ans, Oui, tous les 5 ans. Ça permet déjà, d'un point de vue écologique, de répondre aux dernières normes, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et aussi que nos conducteurs travaillent dans les meilleures conditions possibles. Alors parfois, on part dans des directions qui sont assez nouvelles, même si ça fait déjà quelques années qu'on peut les pratiquer. Sophrologie et conducteur de camion, au départ, on n'y pense pas et vous essayez aussi de mettre en place ce genre de choses. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que c'est gadget ? Ça fonctionne, oui, on a fait des essais Vous rigolez un peu, hein. d'ateliers sophrologie ou de choses comme ça, mais on passe sur les populations conducteurs parce que malgré tout, c'est des personnes qui sont pas sédentaires, mais sur d'autres populations du transport, parce que quand on parle transport, on pense conducteur, mais moi je pense aussi mécano, je pense aussi logisticien, je pense exploitant, et ces personnes-là aussi ont des besoins et des envies nouvelles, et on essaye donc de leur répondre par cette qualité de vie au travail en proposant des ateliers différents. Donc ça peut être des leviers aussi. Je reviens à vous, Thomas Charret. Vous essayez aussi, vous avez une autre solution, c'est d'intégrer davantage dans votre projet d'entreprise vos salariés. Expliquez-nous, c'est via un système coopératif. Oui, alors on essaie de on donne davantage d'autonomie à tous nos collaborateurs, pas uniquement les managers, et de responsabilité. On favorise aussi la prise d'initiative. On a un projet au niveau de U pour l'année 2022 qui s'appelle le projet PEPS, passionné, engagé, professionnel, sympa, où justement on demande à nos collaborateurs d'être force de proposition, d'initiative, tant entre collègues qu'auprès des clients, pour vraiment les faire participer au développement de l'entreprise. Et ça fonctionne aussi. Oui, ça fonctionne, on a vraiment des bons retours et on est surpris parfois des retours de nos collaborateurs qui s'investissent pleinement dans ces projets-là. D'accord. Autre thématique, je reviens à Fanny Sarion aussi, c'est l'attachement à la boîte. On y est tous confrontés aussi. C'est un attachement qui se dilue, on a le sentiment. Vous qui êtes une boîte familiale, vous décriviez des moments qui peuvent être des leviers justement pour être bien dans une entreprise qui n'existent plus, comme se retrouver naturellement
à boire l'apéritif sur votre terrasse, enfin, dans votre grande cour. Comment on fédère ces moments-là à l'ère du Covid ou à l'ère de la visio et n'avez-vous pas peur que ce soit définitivement parti dans les limbes, ces moments-là? Oui, c'est quelque chose, en tout cas chez nous, entreprise familiale, quelque chose auquel on tient beaucoup, ces moments de convivialité, de petits déjeuners organisés, d'apéros improvisés. C'est vrai que depuis 2 ans, ça a été vraiment mis à mal, mais là, on essaye vraiment de maintenir le lien et de recréer ça, parce que la nature humaine fait qu'on s'habitue, on oublie, donc on oublie qu'on faisait des petits déj, on oublie qu'on se retrouvait pour boire le café. Et ce qu'on veut vraiment, nous, c'est réinstaurer ça, remettre ça en place dès que ça va être possible, voilà, même par plus petits groupes, mais de ne pas oublier ça, de ne pas oublier que le vivre ensemble, c'est ce qui fait l'essence même de l'entreprise. C'est ce qui compte, c'est pas simplement pour nous faire un Et vous sentez que vos métier. salariés sont en attente de ça? Oui, Ouais. je pense, parce que là, on arrive à un bout voilà, à bout de souffle, en fait, de la situation, et je crois que c'est le cas partout. Donc, ils sont vraiment en demande, ils sont en attente, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre à bras le corps, cette sortie de crise, j'espère. On a tous hâte. Eva Brochet, je ne vous ai pas encore interrogé, c'est votre tour. Donc vous êtes, je rappelle, directrice de la relation client au Crédit Agricole en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Vous avez mis en place une plateforme qui s'appelle Useful, mais je vais vous poser une première question avant que vous détailliez l'usage de cette plateforme. En quoi une banque aujourd'hui peut aider tous ces intervenants à régler ces problèmes? Alors, oui, avant d'arriver à la solution qui pourrait être useful et comment on peut aider, j'ai très envie quand même de dire que on n'est pas du tout hors sol. Et ce que vous venez d'expliquer sur la problématique de recrutement, le besoin de donner des initiatives, de retrouver du vivre ensemble, on le vit de la même manière dans une banque comme la nôtre. Les problèmes de recrutement, on les a. On recrute environ 120 CDI par an et c'est pas si simple que ça, des alternants. Donc on a le même souci que vous. Et c'est sûrement pour ça qu'on a essayé de trouver une solution. Voilà, on est une banque du territoire et ça veut dire que dans notre conception, notre vie, on l'a fait ici, nous, et donc on a la vocation de contribuer et une responsabilité à développer économiquement aussi le territoire. Et pour faire ça, on a besoin de lui être utile. Et donc, ce qu'on se dit, c'est être utile à la fois aux jeunes qui cherchent du boulot et puis à la fois à vous, entrepreneurs, qui avez des choses à proposer. Et c'est comme ça qu'on est arrivé progressivement à cette plateforme. C'est un dispositif digital qui s'appelle Useful, YOUZFU2L, parce que parfois on l'écrit différemment. C'est une initiative en fait qui a pour vocation de lier emploi et orientation. Elle s'adresse à la fois aux jeunes et aux entreprises. C'est une initiative du groupe Crédit Agricole. On l'a lancée fin 2020. Et en fait, le principe, c'est quoi? C'est pour les jeunes, c'est trouver de l'information sur les études, l'orientation. Donc ça veut dire qu'on a du contenu fourni par l'étudiant, l'apprenti. Et enfin, je prends spécifiquement, je parle des jeunes, mais en fait, je suis une maman et je peux vous assurer que moi, sur Useful, je cherche aussi des informations. Maman d'une gamine de première, pas simple, ça a beaucoup changé par rapport à notre époque. Donc avec Useful, ils trouvent des informations sur l'orientation et ils trouvent aussi des offres d'emploi. Et c'est là qu'on vient aux acteurs économiques que vous êtes. Vous pouvez très bien disposer de cette plateforme pour donner de la visibilité à vos métiers, y compris sur les métiers de l'industrie, et puis mettre vos offres d'emploi, parce que voilà, avec la visibilité qu'on peut donner, c'est important. En termes de chiffres, sur la plateforme au niveau national, il y a aujourd'hui plus de 110 000 jeunes qui sont inscrits, il y a 2100 professionnels, et sur la déclinaison locale, on est à 1300 jeunes, et on est à 60 entrepreneurs sur le territoire qui ont mis des offres d'emploi. J'ai une petite question pour rebondir. Bah oui. Est-ce que vous connaissiez Useful? Non, pas du Honnêtement? tout. Non. Non. Ouais. Donc, parce qu'on parle de communication aussi depuis tout à Mais on a l'heure un avec les sujet mêmes de faire problèmes. connaître, c'est incroyable. Et là, quand je vous dis qu'on a 60 pros inscrits et quand j'entends vos besoins, ça veut dire que je fais mal mon travail de faire savoir. Et donc, je vais en profiter aujourd'hui voilà, il faut qu'on fasse savoir parce que c'est le meilleur lieu pour se retrouver. Créateur de liens, c'était un peu l'objectif de la plateforme. Et si je peux me permettre, ça c'est un service, on va dire, dématérialisé, mais vos actions ne sont pas que dématérialisées, puisque vous faites du job dating. Est-ce que vous pouvez nous dire, ça c'est un peu moins nouveau peut-être, mais il y a des résultats concrets? Alors effectivement, le job dating, pour le coup, on l'a fait avant la plateforme. Au Crédit Agricole, on est d'abord humain avant d'être digital. On fait les deux, mais on est d'abord humain. Et donc c'est vrai que depuis début 2018, on a lancé ce qu'on appelle donc des job dating.
Là, l'idée, vous auriez pu me dire que ça ressemble pas trop à un métier de banquier, et je vous aurais sûrement répondu qu'en fait, si, parce que notre métier de banquier, c'est d'accompagner les projets. Et il y a quoi comme meilleur projet que de chercher un emploi ou de chercher des talents pour travailler chez soi. Donc, ça fait vraiment partie de cette volonté d'accompagner les projets. Là, c'est un projet autour de l'emploi. Le job dating, l'idée, en fait, c'est on passe par un prestataire spécialisé en recrutement, hein, parce qu'on n'est pas des recruteurs. Et en fait, on met en lien nos clients qui ont des besoins, les clients entreprises et professionnels, avec ce recruteur qui va ce qu'on appelle sourcer des candidats et des profils les plus qualifiés possibles. Et ensuite, ces personnes-là se rencontrent alors dans un lieu plutôt sympa. On a choisi, c'est ou des cafés, des restaurants sur le territoire. On fait aussi marcher le commerce sur le territoire. Voilà. Donc depuis le début, on est à peu près à 10 éditions de job dating. Ça fait 105 entreprises qui ont bénéficié de ce service gratuit. Et là, vous parlez 800 candidats. Ah oui, Charente-Maritime de Sèvres c'est ça. exclusivement. Je ne parle que de Charente-Maritime et de Mhm. Sèvres. Voilà, 800 candidats. Le dernier a eu lieu à Bressuire. Le prochain a lieu à La Rochelle début mai. Donc je vous invite à ne pas hésiter. Voilà, donc c'est des retours plutôt très positifs. Ça fait 60 recrutements fermes depuis le début. Et voilà, on continue de l'organiser. Ouais. Je sais que Guillaume et Olivier veulent vous dire quelque chose là-dessus. Sur, On m'a la posé pla- la question la- la- de sur l'intérêt de la plateforme. Sur voilà, sur la place de Non, mais l'industrie. l'initiative est très bonne, comme toutes les initiatives. Des plateformes de ce type-là, on en a également au sein de notre organisation. Et ça marche ou pas, les vôtres? Eh bien, malgré que ce soit une plateforme dont on maîtrise le développement, le contenu, ça fonctionne, mais pas suffisamment. Encore une fois, c'est l'objet du jour. Si ça fonctionnait, probablement Tout à que fait. le thème serait différent. Mais non, oui, là où je voulais réagir, encore une fois, et après, où est la responsabilité, j'en sais rien, probablement l'industrie en a une. Sur cette plateforme, je me suis amusé à y aller et à regarder son contenu. L'industrie, il y a une place toute relative, elle n'est pas apparente dans les secteurs. Et il y a 3 postes, 3 métiers identifiés, d'autres bureaux d'études et un autre métier d'acheteur, mais rien sur l'ensemble des besoins de production. Donc ça montre bien que l'industrie, mais je pourrais vous faire un peu la même remarque Tout à fait. sur votre quotidien, Tout à fait. où on a Tout à du fait. mal à apparaître sur l'industrie et les besoins de l'industrie. Mais évidemment, la démarche est bonne et je profiterai de la main tendue pour essayer de mettre en relation nos outils. Il y a plusieurs centaines d'emplois à pourvoir, rien que dans l'industrie métallurgique sur le département. Et si ça peut contribuer cette mise en relation, alors on va y Qu'on travailler. soit plusieurs à faire connaître, Exactement. c'est sûr que... Ouais. Et donc maintenant, vous savez que vous devez peut-être placer l'industrie un peu plus précisément ou de manière plus Alors, plus évidente. on ne place pas les secteurs. Vous placez pas les si, secteurs. mais non, Ouais. il faut qu'on ait des entreprises qui aient envie d'être en visibilité. Et donc, je pense qu'on doit pouvoir largement C'est le travailler travail dans ce sens. C'est le travail de notre fédération, de travailler au bénéfice des industries qui nous composent. Ok. On parlait aussi d'argent. Pour investir, pour être plus novateur, pour être plus attractif, il faut de l'argent. Vous me disiez, vous, là, pour le coup, c'est plus la casquette de patron de l'UIMM, c'est votre casquette de patron de Go Industrie. Vous me disiez que vous cherchiez des compétences. Salarié, c'est aussi des compétences qu'on n'a pas. C'est pas que du nombre, et que vous avez été obligé d'investir, donc croissance externe, pour avoir ces compétences, qui est quand même, c'est une forme de risque. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut solutionner ça qu'en investissant lourdement, comme vous l'avez fait? Il y a un paradoxe dans l'histoire, c'est que là, je travaille au bénéfice de mon entreprise, donc j'ai un besoin de ressources important. Je fais une croissance externe, alors faudrait la qualifier différemment, parce que cette croissance, elle n'a que pour vocation d'aller chercher des ressources d'un groupe qui souhaite se séparer de son site. Donc, moi, ça m'a permis de répondre. Il y a une trentaine de salariés qui ont rejoint notre groupe, mais si je regarde de manière collective, donc ça a répondu à mon besoin de mon entreprise, mais de manière collective, on n'a pas créé d'emplois dans l'industrie. On a juste pérennisé 30 emplois dans une logique commune d'un industriel qui voulait se séparer d'un site et du mien qui voulait croître. Donc c'est une solution individuelle, mais c'est certainement pas une solution collective. Mais à l'arrivée, donc vous avez eu ces compétences, ce qui est quand même le principal, Ouais. mais localement, vous n'avez satisfait, vous n'y pouvez rien, mais à aucun besoin, Exactement. à aucune demande. Et c'est bien ça qui est malheureux. Ouais. Et donc ces gens-là viennent d'autres départements ou d'un site bien lointain de la Charente-Maritime. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Eva Brochet, vous avez aussi un autre projet au Crédit Agricole qui, celui-là, me paraît le plus récent. C'est Village by CA, en tout cas en Charente-Maritime. Qu'est-ce Oui. que c'est?
En fait, jusqu'à présent, là, on a beaucoup parlé de chercheurs d'emploi qui s'orientent vers le salariat. Et c'est vrai que on a aussi dans l'idée que contribuer au développement économique du territoire, c'est aussi accompagner les personnes qui portent des projets de création d'entreprise et d'être elles-mêmes en fait à l'origine de leur emploi. Et donc dans ce cadre-là, on a créé ce qu'on pourrait appeler des tiers-lieux. En fait, il y a la cité entrepreneuriale à Saintes, il y a le village Baïséa à Niort, qui sont en fait des lieux où on réunit des entreprises, jeunes entreprises innovantes, et puis un écosystème de partenaires qui est là pour les soutenir et les accompagner. Donc effectivement, à Saintes, à Niort, mais là on est sur le 17, et du coup le village Baïséa de La Rochelle, lui aussi, va ouvrir ses portes. Donc autour de juin 2022, voilà. Donc à quoi on répond avec ces villages? Pour l'expliquer, je suis un peu obligée de revenir sur... en fait, une jeune entreprise innovante, on dit qu'elle a globalement 3 stades dans son développement. Il y a un premier stade qui est l'incubation, ils en sont au prototype. Et là-dessus, il y a des structures déjà à La Rochelle avec Campus Innov ou avec le La Rochelle Technopole. Le deuxième stade, c'est plutôt un stade, on va appeler ça la phase d'amorçage. Ils commencent à avoir une proposition de valeur, ils font les premiers tests commerciaux et c'est là-dessus que nous, on va se positionner. Et le troisième stade, c'est plutôt le stade de développement. Et là, il y a également encore des structures à La Rochelle Technopole ou bien les pépinières Créatio, par exemple. Et donc, nous, on se positionne plutôt sur ce deuxième volet d'amorçage. Et là, l'idée, en fait, c'est dans des lieux vraiment propices à la création et à l'échange. C'est des lieux qui sont bien souvent très sympas. Enfin, si vous alliez voir celui de Niort, voilà, l'ambiance est sympa à l'intérieur. D'apporter du coaching dans ces lieux-là et puis d'apporter l'accès à en fait tous les partenaires des villages Baïséa de France. On a 40 villages sur l'ensemble du territoire. Et donc voilà, d'essayer d'accompagner ces jeunes pousses pour les faire grandir. Et donc là, du coup, pareil, je fais savoir, on a besoin d'autres partenaires que nous pour s'investir dans ce genre de projet. Et donc on lance un appel aussi à candidature qui veut aussi nous aider à contribuer au développement du territoire. Et puis aussi rentrer en contact avec des jeunes pousses. Pour l'avoir fait, ça stimule un peu quand même. On s'acculture à d'autres méthodes de travail. Donc c'est aussi une occasion de voir autre chose. Il y a un exemple concret, c'est celle de cette société spécialisée dans l'orthopédie dans les Deux-Sèvres qui a pu décoller, vous m'en parliez. Oui, je vous en parlais et je me souviens plus du nom. Vous Je vous crois que rappelez c'est plus Digipic, je sais Ah, plus. mais c'est pas grave Ouais, si vous ne vous rappelez pas du nom. Celle-ci, elle est dans les premières. Ouais. Et donc là, oui, ça fait partie de celles qui ont démarré à Niort avec nous. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir cette start-up, c'est un dispositif, en fait. Pour Ils sont arrivés, ils étaient balbutiants. Ah oui, non, mais voilà. là, ils n'ont plus besoin du tout de nous. Ils sont partis et ça va très bien. Et effectivement, qu'apporte un service aux médecins pour... il y a des tutos de rééducation qui fait que vous ne pouvez pas aller chez un kiné, mais par contre, votre médecin vous conseille un tuto de cette start-up qui vous permet de faire vos exercices chez vous. Donc, c'est des belles histoires comme ça, très concrètes de réussite. Ouais. C'est noté. Ça va très vite, on est déjà à une demi-heure. Est-ce qu'il y a déjà des choses dans ce que vous avez dit les uns les autres qui vous inspirent, qui commencent à vous donner des clés ou alors qui vous confortent dans votre désarroi parfois? Non, du désarroi, non. Je pense que ce qui est bien, c'est de voir que le maillage Rochelais, il est là, il est présent. On a tous les mêmes difficultés et puis on a des acteurs qui sont là pour aider. Donc c'est vraiment, on parlait du lien. Je crois que c'est aussi le lien entre les entreprises et entre les acteurs locaux qui est important et qui nous aidera à rebondir et à trouver des nouvelles solutions. Guillaume, pour en retenir, c'est qu'on a la chance d'avoir un territoire dynamique. On voit bien que toutes les entreprises sont en recherche d'emploi, donc c'est très positif. À nous maintenant de trouver les bonnes solutions pour attirer les candidats. Même quand toutes les filières semblent pâtir du même problème? Oui, mais c'est un signe encourageant. Moi, j'en tire que du positif. Mais encore une fois, il faut arriver à trouver les solutions qui permettent de matcher les candidats aux besoins. Notre chance, c'est qu'au-delà de ce que nous représentons, qui est super positif en envie d'accueillir, on a un territoire qui fait extrêmement envie et nous, on regarde beaucoup ça. Enfin, c'est un territoire qui a un solde migratoire qui est juste affolant. Donc, on peut les faire venir aussi. Il faut aller les chercher loin, mais on peut les faire venir. Tout à fait, on a un territoire attractif qui attire aussi des compétences. On a un marché de l'immobilier qui est relativement cher, donc c'est aussi une problématique aujourd'hui pour nos jeunes pour se loger à proximité de La Rochelle. Donc ça, c'est aussi un autre sujet, mais qui est pour moi lié étroitement à l'emploi, parce que si nos travailleurs sont obligés d'aller se loger à 30-40 km avec des carburants qui ne cessent d'augmenter, c'est aussi un frein et des problèmes pour recruter.
Donc, Et ça, j'imagine que vous le sentez encore plus, c'est pareil depuis un an, 2 ans. Exactement. Ouais. Après, on est chef d'entreprise, donc on est résolument positif et tourné vers l'avenir. Moi, je suis un éternel positif et je vois qu'on a des CFA qui s'investissent aussi dans la formation. Je trouve qu'il y a une prise de conscience. Alors ça s'est dit beaucoup ces dernières années de relancer l'apprentissage, mais c'était beaucoup dans les mots, mais peu dans les actes. Là, on sent quand même qu'il y a un changement de mentalité par rapport à ça. Et moi, j'invite les jeunes qui ont envie de se lancer et de trouver un métier aussi à se lancer dans ces filières qui sont vraiment qui génèrent des emplois pérennes et évolutifs avec des projets de carrière intéressants. Voilà, donc voilà, moi je suis. Après, il y a toujours la question du salaire. On l'a pas. Ouais. Je sais que certains d'entre vous peuvent être parfois gênés de dévoiler ça. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais il y a des filières qui payent mal. Pas forcément les vôtres, peut-être parfois les vôtres. En tout cas, c'est parfois une histoire de porte-monnaie, hein, tout simplement. Est-ce que vous avez le sentiment d'être dans les bonnes offres? Ouais. Enfin, honnêtement, on a des métiers qui permettent des valorisations salariales intéressantes. Effectivement, tout est lié aussi à l'expérience. Quand vous démarrez après un apprentissage, il y a toute une phase où l'entreprise investit aussi pour former les jeunes, soit par des organismes extérieurs, soit par des organismes internes. Je vais parler pour notre filière des métiers de bouche. On a un centre de formation interne à Système U où pour les personnes qui souhaitent venir en formation ou en reconversion professionnelle, ça, on n'en a pas parlé, mais on a de plus en plus de personnes qui arrivent à 35-40 ans et qui, parce que par un peu pression familiale ou sociétale à l'époque, ne se sont pas lancées dans des filières justement de travaux manuels ou autres, et prennent aujourd'hui, effet Covid ou pas, je ne sais pas, mais ont un changement radical au niveau professionnel et viennent vers nous pour développer ce genre de métiers qui sont valorisés. D'accord. Vraiment. Et avec des plans de carrière, là je m'adresse à vous trois, avec des offres de progression. Ouais, en fait, oui. Alors, sur ce sujet, je pense que le salaire, on va pas être naïf, c'est un point, mais nous, de ce qu'on peut constater, c'est qu'on nous pose d'autres questions très larges qui vont autour de équilibre vie pro, vie perso, fierté d'appartenance à l'entreprise. Donc, il y a toute une thématique qui aussi intéresse nos jeunes et il faut qu'on sache le valoriser et miser dessus parce qu'on a d'autres choses à offrir. Bon, le salaire, on est d'accord que c'est un point. Et après, je suis d'accord, la perspective de carrière, ils ont ce besoin de savoir, OK, mais je vais pas faire ça toute ma vie et qu'est-ce que vous allez me promettre pour plus tard? Et oui, on est assez tôt obligé de s'inscrire dans une perspective un peu plus longue. Hein. Non, je partage. Je ne crois pas qu'il y ait de sujet de salaire. Encore une fois, sans diminuer Dans l'effet. On est tous. Dans certaines filières, il y a clairement un problème de salaire. Ouais, Enfin, alors vous voyez, dans l'industrie, Ouais. c'est un peu la traduction qu'on en a. Ouais. On mesure bien, on est à 15% au-dessus des autres Ouais. branches, donc c'est pas un Donc vous, sujet de c'est pas du salaire tout chez ce- nous. Non, je rejoins, c'est plutôt un phénomène de société, une envie d'appartenir à quelque chose avec un angle et une profondeur, une perspective d'évolution souhaitée assez rapide qu'on doit offrir, mais finalement, ce sont des éléments auxquels on était nous-mêmes attachés quand on a démarré notre carrière. Donc, rien de vraiment nouveau sous le soleil, juste peut-être un angle différent. Si vous aviez une baguette magique, c'est pas recruter, mais plutôt le moyen, ce que vous aimeriez mettre en place, mais que vous n'arrivez pas à mettre en place pour débloquer un peu tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que... Une baguette magique, si on avait... Ou un projet? Ouais. Non, on a effectivement, on sort de travaux. Pour ma part, je parle pas pour tous mes collègues, mais nous on sort de travaux. On a retravaillé l'ensemble de nos locaux. On met en place des démarches incitatives aussi. Alors sur le salaire, sur l'investissement dans l'entreprise. Baguette magique, non, je sais pas. J'ai rien de. Et Madame Brochet, on va peut-être conclure avec vous. Vous êtes un peu à part, mais vous avez une vision, vous pouvez avoir une certaine hauteur de vue par rapport à leurs soucis. Quand vous faites la compilation de tout ça, est-ce que vous avez un conseil à leur donner ou un coup de pouce financier? Vous Alors, travaillez on dans sait une faire banque? ça aussi, effectivement. Mais je crois savoir qu'autour de la table, nous avons beaucoup de clients des Crédits Agricole, donc ça veut dire qu'on le fait plutôt bien. Non, mais au-delà de ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, ces dispositifs qu'on a mis en place, qui n'étaient pas forcément connus par vous, j'ai envie que vous essayiez de les essayer, parce qu'il n'y a que celui qui tente qui peut avoir une réussite. Donc voilà, le prochain est à La Rochelle sur le job dating, je pense que ça vaut le coup. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez des éléments, on arrive à la fin de cette table ronde, à partager ou Si ce n'est pas le cas, nous allons passer à la deuxième, qui animera Laetitia Langella
avec des intervenants différents. Je vous remercie à tous d'être venus et je vous souhaite bon courage. Donc, vous allez y arriver, vous avez plein d'idées. Oui, Donc, oui. Et voilà, et à lire dans Sud-Ouest très prochainement le compte-rendu de cette première table ronde évidemment à visionner sur TV7 dans les prochains jours. Donc je vous remercie à tous et encore merci au CFA de nous avoir reçus. Merci. Au revoir.